L'AK-47 est probablement le fusil le plus reconnu au monde. Mais comment il a réellement été créé et ce qu'il a fait à l'homme qui l'a conçu à la fin de sa vie est quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Nous allons maintenant vous raconter toute cette sombre histoire, ainsi que quelques véritables horreurs liées à ce fusil, en gardant le pire absolu pour la fin. Alors voici où tout commence. Mikhail Timofeyevitch Kalachnikov était le 17e de 19 enfants nés de parents paysans, bien que seulement 8 de ses enfants survivraient jusqu'à l'âge adulte. Sa jeunesse fut plus que difficile. Il fut déporté en Sibérie pendant les années politiquement turbulentes, tout en rêvant de concevoir des machines agricoles. Mais ensuite, la Seconde Guerre mondiale commença, et il fut enrôlé dans l'armée soviétique. En 1941, il était en fait sergent-chef commandant de chars, et pendant la bataille de Bryansk, son char fut touché par un canon anti-char allemand, blessant gravement le futur concepteur de l'arme qui allait changer le monde. Il passa ensuite 6 mois à se rétablir à l'hôpital, et c'est en fait là que l'histoire de ce qui allait devenir l'AK-47 commença. Voyez-vous, il écoutait des soldats soviétiques se plaindre de leurs fusils, de leur infériorité par rapport aux fusils allemands bien fabriqués, et il était déterminé à faire quelque chose. Kalachnikov avait déjà montré un talent mécanique avant cela, en concevant quelques gadgets pour les chars, et l'armée le remarqua et lui donna une chance de travailler comme concepteur. Maintenant, pour comprendre ce que Kalachnikov essayait de créer, vous devez comprendre ce que les Allemands avaient déjà compris. Le Sturmgewehr 44 ou STG 44 était le premier fusil d'assaut véritablement réussi au monde et il représentait quelque chose de révolutionnaire dans la conception des armes à feu. Avant le STG-44, les armées utilisaient des fusils à cartouches de pleine puissance comme armement principal, tandis que les mitrailleuses, les pistolets mitrailleurs et les carabines comblaient les écarts entre la cadence de tir et la puissance d'arrêt. Mais voici le problème, les données de la guerre montraient que la plupart des échanges de tirs avaient en fait lieu à moins de 300 mètres. Et dans ce rayon, les cartouches de fusil de pleine puissance, qui sont efficaces à plus d'1 kilomètre, étaient simplement excessives. Et ce n'était pas l'excès lui-même qui les dérangeait, mais la quantité de munitions qu'un soldat était limité à porter, le coût de production, et comment une arme tirant une cartouche plus grosse est plus lourde et plus difficile à tirer rapidement à cause du recul. Les pistolets mitrailleurs allaient dans la direction opposée, mais ils allaient aussi trop loin. Ils étaient chambrés en calibre de pistolet, et bien qu'excellents pour nettoyer les tranchées et les maisons, ils n'étaient pas vraiment efficaces au-delà de 50 mètres, encore moins au-delà de 100. Avec une puissance d'arrêt pas si géniale non plus. Donc, l'idée était celle-ci. Si tout le monde avait le même fusil dans le même calibre, un qui était bon pour combattre dans un rayon de 300 mètres, offrait des tirs simples précis, tout en ayant aussi un tir entièrement automatique si nécessaire. Le soldat pouvait porter plus de cartouches que pour les fusils de pleine puissance. Ce concept allait devenir connu sous le nom de cartouche intermédiaire. Quelque chose qui comble l'écart entre les pistolets mitrailleurs chambrés en calibre de pistolet et les fusils à verrou ou semi-automatiques de l'époque. Et les Allemands furent parmi les premiers à le comprendre avec leurs cartouches de 7,92 par 33 mm et ensuite le fusil STG-44 construit autour. C'était le tout premier véritable fusil d'assaut tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il tirait des coups précis et efficaces. Il avait un chargeur de 30 cartouches et pouvait tirer des rafales automatiques assez contrôlables, tandis que les soldats pouvaient porter quelques centaines de cartouches sans se casser le dos. Les Allemands l'ont conçu bien trop tard pour faire une différence dans l'issue de la guerre, car il s'effondrait déjà sur tous les fronts quand le STG arriva en nombre significatif. Vous pouvez regarder notre vidéo à ce sujet après celle-ci si vous voulez. Les Soviétiques avaient déjà capturé des fusils STG et étaient assez intéressés par la cartouche. Donc, ils commencèrent à développer quelque chose de similaire. Ce quelque chose de similaire allait devenir le 7,62 par 39 mm. Mais pendant les années de guerre difficiles, et avec l'accent mis sur la production des armes qu'ils avaient déjà, il n'y avait pas beaucoup de place pour créer une nouvelle arme autour de ce calibre, mais il fut gardé à portée de main. Les Américains essayaient la même chose avec leur carabine M1, qui était le calibre 30-06 et M1 Garand quelque peu réduit. Mais la cartouche ne s'avéra pas si géniale, donc elle fut bientôt plus ou moins abandonnée. Les Allemands avaient en fait trouvé exactement ce point idéal, et cela ne passa pas inaperçu par les pays qui volèrent toute leur technologie après les avoir battus à la guerre. Cependant,
Ils ne volèrent pas seulement les armes et les plantes. Lors de l'opération Ozo Aviakim en 1946, dans la zone d'occupation soviétique de l'Allemagne, au milieu de la nuit, les forces soviétiques firent simultanément des descentes dans les maisons de plus de 2000 scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands. On leur dit poliment de faire leurs bagages et qu'ils déménageaient maintenant en Union soviétique avec leurs familles, ce que les Allemands acceptèrent gentiment, car l'option alternative n'était pas très prospère, si vous voyez ce que je veux dire. Hugo Schmeisser, le concepteur du STG-44 et de nombreuses autres armes allemandes, était l'une des personnes les plus importantes que les soviétiques prirent. Il fut amené au principal centre de fabrication d'armes légères soviétiques, où il resta jusqu'au 9 juin 1952, quand il fut finalement autorisé à retourner en Allemagne. Il mourut environ un an plus tard, mais à quel point il a participé au développement de ce qui allait devenir l'AK-47 pendant son temps volontaire en Union soviétique, nous ne le saurons jamais. Donc, la question de savoir si l'AK-47 a copié le STG-44 se résume vraiment au mécanisme de fonctionnement, et quand vous regardez de près, les différences deviennent évidentes. Le STG-44 fonctionne d'une manière fondamentalement différente de ce que Kalachnikov a conçu. Cependant, nous pouvons tous convenir qu'il y avait une certaine, entre guillemets, inspiration de celui-ci quand vous regardez simplement ces deux fusils de l'extérieur. Quant à l'intérieur, le système de verrou rotatif de l'AK a en fait plus en commun avec le M1 Garand américain qu'avec le STG-44 allemand. Et Kalachnikov lui-même a reconnu qu'il avait combiné les meilleures caractéristiques de plusieurs conceptions. Donc pour ne pas vous ennuyer avec la compétition compliquée de 7 prototypes différents et différents ingénieurs, et qui a fait quoi? En bref, cela ressemblait à ceci. Le fusil de Kalachnikov performait déjà mieux que les concurrents lors des essais. Puis vint Alexandre Zaïtsev avec l'idée de remplacer le piston à gaz et le porte-culasse pour les faire bouger ensemble comme une seule unité. Cela créerait un élan massif qui pourrait surmonter l'encrassement ou les débris, laissant entrevoir l'incroyable fiabilité qui en découlerait, ainsi que quelques autres ajustements plus petits. Les nouveaux prototypes qui reçurent ces changements devinrent les vrais AK-47 adoptés en 1948 sous le nom d'Avtomat Kalachnikova ou simplement l'AK. Maintenant, qu'est-ce qui rend réellement l'AK si fiable ? Eh bien, alors que la plupart des fusils de précision ont des pièces usinées pour s'emboîter étroitement, Kalachnikov alla dans la direction opposée. Il a des tolérances intentionnellement lâches avec des jeux généreux entre les pièces mobiles. Cela signifie que lorsque la saleté, la boue, le sable ou les débris entrent dans l'arme, ce qui arrivera inévitablement au combat, ce matériau a de la place pour se déplacer à l'intérieur de la culasse sans tout bloquer. Le compromis est une précision légèrement réduite par rapport aux armes à tolérance plus serrée. Mais dans un fusil de combat destiné aux armées de conscrits, la fiabilité compte bien plus que la précision de tir sur cible. Ensuite, il y a le système de piston à gaz à course longue que nous avons mentionné. Cette amélioration de conception qui a fait de l'AK ce qu'il est. Quand vous tirez avec l'AK-47, les gaz chauds de la poudre propulsive en combustion sont déviés à travers un orifice près de la bouche, dans un cylindre à gaz au-dessus du canon. Ces gaz poussent contre un piston qui est directement connecté au porte-culasse. La course du système est en fait 50% plus longue que nécessaire, ce qui signifie que l'arme fonctionne souvent, même lorsqu'elle est entravée par l'encrassement, la saleté ou un manque total de lubrification. L'ensemble mobile a également environ 5,5 mm de course libre, créant un délai entre l'impulsion de recul initiale du piston et la séquence de déverrouillage de la culasse, donnant aux pressions de gaz le temps de tomber à des niveaux sûrs avant que le joint entre la chambre et la culasse ne soit rompu. Le canon et la chambre chromée résistent à la corrosion et à l'usure, ce qui est critique pour les conditions de terrain difficiles et particulièrement important lors de l'utilisation de munitions du bloc de l'Est à amorce corrosive. Les canons chromés peuvent durer 15 000 à 20 000 cartouches ou plus, et l'une des caractéristiques clés de la cartouche de 7,62 par 39 mm était son étui très conique. Il était spécifiquement conçu pour assurer une alimentation et une extraction fiables dans les armes automatiques. Quand vous chargez des cartouches dans un chargeur puis les extrayez pendant le tir, cette conicité crée un contact minimal avec les parois de la chambre, ce qui signifie moins d'enrayage.
Cet étui conique est aussi pourquoi les chargeurs d'AK ont cette forme courbée distinctive que tout le monde reconnaît. Donc les premiers AK-47 utilisaient des carcasses fraisées lourdes parce que la production de tôle emboutie n'était pas encore fiable à l'époque. Mais une fois ce problème résolu, les soviétiques introduisirent l'AK-M qui utilisait une carcasse emboutie, était plus léger, moins cher à produire et incluait plusieurs petites améliorations. Dans le langage courant, les gens l'appellent encore AK-47. Mais techniquement, la plupart des fusils que les gens pensent être des AK-47 sont en fait des AK-M. Il introduisit aussi le frein de bouche incliné distinctif, surnommé le sifflet par les troupes soviétiques. Le frein évacuait les gaz propulseurs vers le haut et légèrement vers la droite. Voyez-vous, le fusil avait naturellement tendance à monter et à tourner dans cette direction pendant le tir automatique à cause du recul et de la façon dont le canon était rayé. Donc, pousser les gaz dans la direction opposée aidait à maintenir la bouche vers le bas et rendait l'arme plus facile à contrôler. Mais plus important encore, l'AKM permit des volumes de production massifs et rendit beaucoup plus facile pour d'autres pays de produire leur propre version, que ce soit sous licence ou autrement. L'AKM devint la base de pratiquement tout le développement ultérieur de l'AK et le produit final était prêt pour la production de masse. Et quand je dis production de masse, je veux dire qu'il atteignit finalement un nombre estimé de 100 millions d'unités produites de diverses versions. Aucun autre fusil n'approche même ce nombre. Cependant, c'est là que les choses commencent à devenir sombres. Les soviétiques décidèrent de répandre la technologie de fabrication de l'AK-47 sans frais de licence comme outil géopolitique stratégique, la donnant gratuitement aux alliés du pacte de Varsovie et aux nations en développement cherchant le soutien soviétique. Cela résulta en ce nombre stupéfiant d'AK produits et rendit aussi facile leur acquisition par certaines organisations, entre guillemets douteuses. Plus de 200 types différents ont été produits dans au moins 30 pays. Le Vietnam devint le premier test majeur pour l'AK-47 contre les forces américaines, et il exposa aussi de sérieux problèmes avec le nouveau fusil de l'Amérique. Les premières variantes d'AK surpassèrent tout dans les jungles d'Asie du Sud-Est, et les forces du Viet Cong et du Nord-Vietnam comptaient fortement sur les armes et l'équipement fournis par l'Union soviétique et la Chine. Pendant ce temps, le M16 américain connaissait une crise de fiabilité qui devint un scandale national. Environ 80% des troupes américaines au début de la guerre rapportèrent avoir connu des problèmes d'enrayage avec leurs fusils, et beaucoup d'entre eux furent tués à cause de cela. Si vous êtes un passionné d'armes et d'histoire, vous savez probablement ce qui s'est passé et pourquoi. Sinon, nous avons aussi une vidéo à ce sujet que vous pouvez regarder plus tard. Cela alla si mal que certaines troupes américaines commencèrent à acheter des fusils chinois type 56 sur les marchés clandestins. Le M16 finit par résoudre ces problèmes, mais seulement après que de nombreux soldats l'ayant porté au combat étaient déjà morts. À ce moment-là, le Vietnam avait établi la réputation de l'AK-47 comme le fusil fiable qui continuait à fonctionner dans toutes les conditions. Et tandis que le Vietnam rendit l'AK-47 célèbre, l'Afghanistan montra les véritables horreurs. Dans l'une des grandes ironies de l'histoire, les États-Unis devinrent l'un des plus grands acheteurs de fusils Kalachnikov, ce qui se retourna plus tard contre eux. L'opération Cyclone devint l'une des opérations secrètes de la CIA les plus longues et les plus coûteuses jamais entreprises. L'objectif était d'armer les moudjahidines afghans combattant l'invasion soviétique et le financement s'intensifia dramatiquement au fil des années jusqu'à ce que le programme atteigne 630 millions de dollars. L'idée était de soutenir les combattants afghans pour tuer autant de soldats soviétiques qu'ils le pouvaient. Et parce que leur envoyer des M16 serait trop évident, prouvant l'implication américaine, ils choisirent d'acheter les variantes d'AK chinoises, égyptiennes et turques à la place. Cependant, les conséquences à long terme s'avérèrent dévastatrices. Ces armes ne disparurent pas quand les soviétiques se retirèrent. L'Afghanistan devint une société lourdement armée et militarisée. Les factions moudjahidines, armées jusqu'aux dents avec des armes achetées par les Américains, finirent par se fragmenter. De ce chaos des années plus tard, vinrent les talibans, qui étaient maintenant armés par ces mêmes armes qu'ils avaient en abondance, données par nul autre que la CIA américaine. Donc quand les États-Unis retournèrent en Afghanistan après 2001, les soldats américains combattaient contre une force armée par coïncidence par leur propre pays. Maintenant,
Allez payer vos impôts pour que nos pays puissent acheter plus d'armes et causer diverses sortes d'horreurs partout dans le monde, n'est-ce pas? Quand l'Union soviétique s'effondra en 1991, les vannes s'ouvrirent. D'énormes surplus d'armes se déversèrent des anciennes républiques soviétiques. Les résidents économiquement en difficulté des anciens États soviétiques vendirent le matériel militaire abandonné aux ferrailleurs pour tout l'argent qu'ils pouvaient obtenir. Les armes légères devinrent, comme le dit un rapport, un jeu d'enfant à acheter, vendre et utiliser. La même chose se produisit avec la dissolution de la Yougoslavie, qui avait aussi produit des millions d'unités de leur variante d'AK. Ces armes continuèrent à trouver leur chemin vers le terrorisme et toutes sortes d'organisations à travers le monde. Et si votre organisation a besoin de fusils d'assaut pour une raison quelconque, cela me donne l'impression qu'elle n'a pas des intentions tout à fait charitables envers les autres personnes. Dans les endroits où la demande est élevée et l'offre abondante, les AK pouvaient être trouvés à des prix ridicules. En Somalie, au Rwanda, au Mozambique et au Congo, les AK-47 se sont vendus entre 30 et 125 $. Pendant la guerre civile rwandaise, on disait qu'on pouvait acheter un AK-47 pour le prix d'un poulet. Le commerce illégal d'armes centré sur les AK-47 est estimé à plusieurs milliards de dollars annuellement. Mais regardez ces données encore plus étranges. En Afrique du Sud, la situation de l'AK-47 est devenue si bizarre que les criminels n'ont même pas besoin d'acheter les armes, ils peuvent les louer. Une enquête de 2024 a révélé une tendance croissante où les petits gangs criminels louent des fusils d'assaut à des syndicats plus importants pour un jour, une semaine ou un mois. Et ils étaient notoirement utilisés dans les braquages de transport de fonds pour tendre des embuscades aux véhicules blindés sur les grandes autoroutes. Si vous voulez vraiment vous effrayer avec les véritables horreurs autour de l'AK, allez chercher les enfants soldats d'Afrique, bien que je ne le recommande pas. L'arme devint un symbole en soi, tellement que le Mozambique l'a même mis sur son drapeau national, le seul pays au monde avec un fusil d'assaut moderne comme partie de son emblème officiel. Mais la plateforme AK n'a pas cessé d'évoluer après la conception originale de Kalachnikov. En 1974, les soviétiques introduisirent l'AK-74, chambré pour une nouvelle cartouche qui allait gagner sa propre terrible réputation. Ils voulaient une cartouche plus petite, plus rapide, plus légère, avec une meilleure balistique terminale. Et le 5,45 par 39 livra exactement cela. La cartouche offrait une trajectoire plus tendue et moins de recul que le 7,62 par 39 mm, et les soldats pouvaient engager des cibles plus précisément à distance grâce à la vitesse initiale plus élevée. Environ 920 mètres par seconde comparé à 735 mètres par seconde pour l'ancienne cartouche. Les tests montrèrent que l'énergie de recul libre de l'AK-74 était de seulement 3,39 joules comparé à 7,19 joules de l'AK-47. Le fusil gardait le même système de fonctionnement de base que son prédécesseur, donc quiconque familier avec l'AK pouvait le prendre et l'utiliser immédiatement. Mais quand l'AK-74 vit le service pendant la guerre soviéto-afghane, la cartouche originale de 5,45 par 39 gagna rapidement un surnom terrifiant. Les moudjahidines afghans l'appelèrent « la balle empoisonnée ». La raison était les caractéristiques des blessures. La balle avait une chemise en cuivre plaqué métal avec un espace d'air creux au nez et un noyau pénétrant en tige d'acier non durci. Cet espace d'air déplaçait le centre de gravité de la balle vers l'arrière, rendant la pointe sujette à la déformation à l'impact. Quand la balle touchait la chair, elle commençait à dévier et à basculer dans les 10 premiers centimètres de pénétration, créant des canaux de blessure qui étaient dramatiquement pires que ce que l'ancienne cartouche de 7,62 produisait. Les blessures étaient dévastatrices, mais la réputation de poison venait de quelque chose d'entièrement différent. Les combattants blessés, souvent laissés sans traitement pendant des jours en raison d'une grave pénurie d'antibiotiques en Afghanistan, développaient rapidement des infections et la gangrène. Ils croyaient sincèrement que les soviétiques avaient empoisonné les balles. La tendance des balles à ricocher et à se fragmenter à l'intérieur des cibles favorisait la contamination du canal de blessure avec de la saleté, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. La CIA paya même 5 000 $ aux Moudjahidines pour le premier AK-74 capturé pendant la guerre, parce que les services de renseignement américains voulaient étudier le nouveau fusil des soviétiques et sa nouvelle cartouche terrifiante.
La plateforme a continué à évoluer à travers plusieurs générations depuis lors. La série AK-100 offrit le design en plusieurs calibres, incluant le 5,56 autant, le 7,62 par 39 mm et le 5,45 par 39, le rendant essentiellement adaptable à n'importe quelle munition qu'un pays préférait ou à laquelle il avait accès. L'AK-12 est le fusil standard actuel de la Russie, officiellement adopté en janvier 2018. Et la plateforme AK a aussi engendré une famille de mitrailleuses légères utilisant le même système de fonctionnement. Le RPK a essentiellement étiré le design de l'AK avec un canon plus long et plus lourd, une carcasse renforcée et des chargeurs plus grands contenant 40 ou 75 cartouches, donnant aux escouades un appui-feu automatique avec une arme que leurs soldats savaient déjà utiliser. Le Zastava serbe a poussé la plateforme AK dans une nouvelle direction intéressante avec le fusil M17. Il représente la première adoption militaire de la cartouche de 6,5 mm Grendel ou leur variante propriétaire de 6,5 par 38. Le 6,5 Grendel offre des avantages balistiques par rapport au 5,45 par 39 et au 5,56 autant, avec de meilleures performances à longue portée et une efficacité terminale tout en restant contrôlable en tir automatique. Donc même maintenant, près de 80 ans après que Kalachnikov a commencé à esquisser des idées dans ce lit d'hôpital, son design de base continue d'être adapté et amélioré. Mais qu'est-ce que tout cela a signifié pour l'homme qui l'a créé ? Le fusil que Mikhaïl Kalachnikov a conçu pour protéger la mère patrie soviétique est devenu l'arme légère la plus meurtrière de l'histoire humaine. Le chiffre communément cité est que les AK-47 tuent environ 250 000 personnes par an. Je ne sais pas à quel point ce nombre est précis, mais c'est ce qu'il dit. Cela va même jusqu'à comparer l'AK avec les bombes nucléaires. Hiroshima et Nagasaki combinés ont tué environ 200 000 personnes en 2 utilisations sur 2 jours. Les morts par AK-47 se sont accumulés sur plus de 75 ans à travers des centaines de conflits. Et si vous regardez les choses comme ça, alors c'est la véritable arme de destruction massive, parce que les AK sont essentiellement utilisés chaque jour quelque part dans le monde. Pendant la majeure partie de sa vie, Mikhaïl Kalachnikov a défendu sa création, disant que ce n'était pas son design qui tuait tant de gens à travers le monde, mais les politiciens qui manipulent les organisations et les armées qui les utilisent. Son intention était d'aider et de protéger son pays, mais cela alla finalement bien au-delà de tout ce qu'il pouvait même imaginer. Au fil du temps, à travers ses plusieurs déclarations, nous pouvions voir comment il changeait lentement sa façon de penser. En 2002, il dit « Je suis fier de mon invention, mais je suis triste qu'elle soit utilisée par des terroristes. » Mais ensuite, en avril 2012, à l'âge de 91 ans, Kalachnikov écrivait une lettre au chef de l'Église orthodoxe russe, qui ne fut publiée qu'après sa mort. Il écrivit, je cite, « Ma douleur spirituelle est insupportable. Je continue à me poser la même question non résolue. Si mon fusil a ôté la vie à des gens, alors se peut-il que moi, Mikhaïl Kalachnikov, sois coupable de la mort de ces personnes, même si c'étaient des ennemis ? Plus je vis longtemps, plus souvent cette question s'insinue dans mon esprit. Plus je m'enfonce dans mes pensées et mes interrogations, sur les raisons pour lesquelles le Tout-Puissant a permis aux humains d'avoir des désirs diaboliques d'envie, de cupidité et d'agression. Nous ne savons pas si Kalachnikov a trouvé du réconfort dans la réponse. Il est décédé moins de 2 ans plus tard, à l'âge de 94 ans. Un dernier salut fut tiré avec des fusils AK-47.